Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous au Maïf Social Club. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir ce soir. En cette journée spéciale, c'est une belle occasion pour parler métro, boulot, dodo. Nouvelle voie pour travailleurs en quête de sens. Comme dans toutes les soirées 3 en 1, je réexplique juste en 2 minutes le principe. Donc on a un temps de débat d'idées qui va commencer là maintenant tout de suite. Et ensuite, je vais vous demander de rester, s'il vous plaît, dans la salle. On va enchaîner avec le spectacle 7h du matin de Leïla Gaudin. Et à l'issue de ce spectacle, évidemment, vous serez tous invités au rez-de-chaussée à échanger avec nous autour d'un petit pot. Voilà. Je vais vous laisser profiter et laisser Florian Deb, journaliste aux Échos, présenter l'ensemble de nos invités ce soir, que je remercie très chaleureusement pour leur présence. Merci Chloé. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Ce jour, effectivement, peut-être que rentrer va être un peu compliqué, mais profitons d'être là avant ça. Je suis journaliste aux Échos, j'ai beaucoup travaillé sur la transformation numérique des entreprises. Qui dit transformation d'une entreprise dit aussi management. Et c'est l'un des thèmes qu'on va aborder ce soir. Les débatteurs ici présents vont évoquer le sujet de la quête du sens au travail dans un monde professionnel plutôt changeant. Tout change tout le temps, les objectifs, les manières de travailler. Dans les bureaux, dans les usines, les outils de travail, les modes de management, la précarité, le ralentissement de la croissance font que le stress au travail augmente de façon assez marquante. On pourra en reparler avec nos invités. Donc, Marie-Noline Viguier, vous êtes corporate hackeuse pour Noda. On ne dit pas ça comme ça, mais j'aime beaucoup le terme de corporate hackeuse. On évoquera donc vos thématiques de comment finalement retrouver du sens dans son travail. Marc Loriol, vous êtes sociologue au CNRS, vous avez travaillé sur ces sujets de stress, d'épuisement professionnel, et vous pourrez nous faire le constat finalement de la situation aujourd'hui en 2018. Nicolas Silol, vous êtes cinéaste, vous avez sorti en avril dernier le long métrage Corporate, qui s'intéressait justement à la face sombre de l'entreprise, celle où il peut y avoir des écarts de la part du management qui vont parfois très très loin. Et Marguerite Grandjean, vous êtes directrice du développement de WeShare. Alors vous nous expliquerez ce qu'est WeShare. Et votre sujet à vous, c'est le travail indépendant en coopérative. C'est déjà tout un paradoxe, mais vous nous l'expliquerez. Les présentations sont faites. Si dans le public, vous avez des questions pendant les débats, n'hésitez pas à intervenir, mais sachez qu'on vous a préparé 15 minutes, 20 minutes de temps pour des questions, des réponses, un micro circulaire dans la salle. Et n'hésitez pas à vous lever si vous avez des questions. Ce sera mieux pour vous retrouver dans cette lumière. Et pour la vidéo aussi. Marc Loriol, on va commencer avec vous. Que disent vos travaux de recherche sur ce sujet des conditions de travail, sur l'évolution des conditions de travail? Le micro fonctionne, c'est bon? Oui, d'accord. Alors, l'évolution des conditions de travail est assez contrastée parce qu'elle n'évolue pas de la même façon pour tous. Néanmoins, si on veut essayer de comprendre quel lien il peut y avoir entre des plaintes qu'on exprime à travers les notions de stress, d'épuisement professionnel, ou d'autres problèmes qu'on résume autour de notions de risques psychosociaux, je pense qu'il faut avoir en tête quand même 2 grandes évolutions, alors qui touchent presque l'ensemble du monde du travail, mais de façon un peu différente suivant les secteurs. La première, c'est l'intensification du travail. Alors l'intensification du travail, elle prend la forme de l'obligation de se dépêcher, de la recherche de tout ce qui peut apparaître comme un temps mort ou un gaspillage. C'est ce qu'on a parfois appelé dans l'industrie le lean management, où il est question de coordonner de façon extrêmement serrée, sans aucun stock ni attente entre le travail des uns et des autres, tout l'ensemble de la chaîne de production. Ça se voit très bien, notamment dans la logistique, où entre le moment où le produit sort de l'usine et celui où il va être disponible sur les rayons des magasins, on cherche à réduire au minimum à la fois le coût et le temps.
C'est aussi le fait de faire le même travail par de moins en moins de personnes. Ou de concentrer finalement l'activité des personnes sur ce qui est le plus prenant et le plus demandeur en termes d'activité et d'effort sur leur travail. On peut penser par exemple aux infirmières. Vous savez qu'à l'hôpital, une des façons de faire des économies, c'est de réduire au maximum la durée de séjour des patients. Concrètement, pour les infirmières, ça veut dire des patients, les aides-soignantes également aussi, qui, quand ils sont hospitalisés, sont plus demandeurs de soins, sont moins autonomes et donc mobilisent beaucoup plus d'efforts et d'activités de la part des soignants. En plus, ça veut dire plus d'entrées et de sorties, donc plus de tâches administratives. Et ce qui est encore renforcé par toutes les procédures de qualité de protocolisation qui font que les infirmières, non seulement doivent se dépêcher de plus en plus, mais en plus passer de plus en plus de temps à remplir des dossiers sur papier, maintenant de plus en plus sur ordinateur. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais c'est quand même assez important. L'INSEE et le ministère du Travail font une enquête sur les conditions de travail tous les 7 ans depuis 1984. Cette enquête a été couplée avec l'enquête risques psychosociaux. Donc maintenant, c'est tous les 3 ans. Et on peut voir par exemple que le nombre de salariés qui doivent répéter continuellement une même série de gestes ou d'opérations est passé de 27,5% en 2005 à 42,7% en 2016. Donc on a l'impression que le travail à la chaîne, c'était hier, c'était autrefois. Et maintenant, le travail à la chaîne, on le voit apparaître dans des nouveaux secteurs, comme ceux que j'ai évoqués, la logistique, les caissières de supermarché, par exemple. Alors l'autre grande évolution, c'est l'individualisation. Donc les gens doivent aller de plus en plus vite, se dépêcher et se coordonner aussi de mieux en mieux entre eux, puisqu'il faut que ce que fait celui qui est en amont dans la chaîne corresponde sans perdre de temps à ce que la personne suivante va faire elle-même. Et en même temps, elles sont de plus en plus isolées, séparées, mises en concurrence. Dans une même entreprise, maintenant, on peut avoir des CDI, des CDD, des stagiaires, des contrats aidés, des intérimaires, des sous-traitants, des auto-entrepreneurs, qui tous concourent à la réalisation du même produit ou du même service, mais avec des statuts, des intérêts, des employeurs et même parfois des lieux de sociabilité différents. Et c'est du coup difficile de parler du travail, c'est difficile quand on veut contester tel ou tel aspect de l'organisation, parce qu'on ne se plaint pas au même employeur, parce qu'on n'est pas ensemble, donc comment monter une action quand on ne travaille plus ensemble. C'est cet isolement qui est à l'origine d'un terme qu'on entend beaucoup, c'est le burn-out. Est-ce que travailler finalement dans son silo est quelque chose qui facilite ou qui provoque le burn-out? Alors, le burn-out, ça concerne en fait une catégorie particulière de travailleurs. C'est des personnes qui sont dans une activité qui a à la base du sens et qui est relativement prenante. Ça a d'abord été décrit dans les métiers du sanitaire et du social, les infirmières, les assistantes sociales. On peut aussi le décrire dans les métiers artistiques, parce que les gens qui se dirigent vers ces métiers-là sont passionnés par leur activité artistique, ou en tout cas la diffusion de la culture, et donc sont prêts à travailler en quelque sorte sans limite. On peut toujours en faire plus pour un malade, pour une personne en difficulté, et on peut toujours s'investir plus quand on organise un événement culturel. Il peut encore être plus beau, mieux organisé, avec plus d'intervenants ou d'intervenants encore mieux choisis, etc. Simplement, la question de la limite, elle doit se poser parce que l'organisme, l'être humain, ne peut pas toujours en faire plus. Et cette limite, elle se trouve relativement facilement quand on sait clairement, finalement, quand est-ce qu'on fait un bon travail. J'ai mené une étude avec une doctorante sur des salles qu'on appelle des SMAC, des scènes de musique actuelle, dédiées au spectacle de musique actuelle. Et dans une des SMAC où on est intervenu, c'est pour ça qu'on est intervenu d'ailleurs, les programmateurs étaient en très grand turnover, c'est-à-dire qu'ils ne restaient pas longtemps. Il y a eu 2 cas de burn-out qui avaient été reconnus comme tels chez les programmateurs. Et pourquoi il y avait cette très grande investissement et aussi cette très grande fatigue? C'est parce que finalement, comme il y avait autant d'objectifs à atteindre que d'idées de ce qu'était leur travail, il fallait à la fois faire du social en amenant des gens qui n'avaient pas forcément fait beaucoup d'études à la culture. Pardon. Il fallait faire aussi de l'artistique en promouvant des groupes plutôt exigeants. Il fallait faire
du culturel, la politique culturelle, en diversifiant les publics. Tout un tas de choses. Il fallait aussi aider les groupes professionnels à accompagner des groupes amateurs. Et tous ces objectifs étaient très beaux et très stimulants, mais étaient un peu contradictoires entre eux. Donc on ne pouvait pas les poursuivre tous en même temps. Et dans cette salle, le problème, c'est que comme il n'y avait pas de définition claire de ce qui était le but de la structure, on voulait tous les poursuivre en même temps. Donc chacun en faisait plus et chacun pardon, se rajoutait du travail jusqu'à ce que les gens craquent et finissent par partir. Excusez-moi, je suis un peu enroué. C'est pour ça que j'ai une écharpe aussi. Pas de problème. Marie-Noëline Viguier, alors le corporate hacking. Ouais. Après tout ça, comme ça là. Ça peut être une solution. Vous imaginez une entreprise qui libérerait l'énergie des salariés, des travailleurs, et ça passe par détourner certaines règles. C'est le principe du hacking. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette notion de corporate hacking et en quoi est-ce que ça va ramener du sens dans le quotidien des salariés? En fait, donc moi, je vais vous parler juste de ce que je connais. Et en effet, donc en discutant, moi, je connais un milieu assez corporate sur des fonctions plutôt cadres, employés un peu au niveau, etc. Donc, c'est un autre monde du travail qui aujourd'hui est confronté à d'autres types de mutations, où le burn-out va exister aussi, peut-être pas parce qu'il y a trop de sens au travail, mais parce qu'on croyait qu'il y en avait beaucoup et au final on en trouve très peu. Et pourtant on continue à s'investir à l'intérieur, etc. Donc voilà, moi c'est les gens que je connais, je viens un peu de ça. J'ai fait une école de commerce, j'ai été freelance pendant longtemps, mais j'ai beaucoup travaillé pour les grandes entreprises. Et ce qu'on constate, c'est que surtout avec cette accélération de la transformation digitale arrivant, etc., il y a beaucoup de gens qui se vivent de plus en plus comme un rouage, observent une forme de passivité, c'est-à-dire ils ont envie de faire beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une réelle envie de bien faire son travail et une forme d'impuissance à pouvoir le faire, quelque chose qui découle comme ça, où on dit mais je ne peux pas, on va m'empêcher, ce on devenant de plus en plus informel et désincarné. Seulement à l'intérieur de ces organisations, et c'est pas souvent les gens les plus visibles, on rencontre des gens qui se positionnent comme étant un peu ou rebelles ou une forme de désobéissance, pas toujours affirmée et revendiquée, mais de temps en temps, quand on veut bien faire son job, si on veut bien le faire, si on veut avoir cette sensation importante pour l'épanouissement personnel, il faut de temps en temps dévier, passer un peu à côté, sans forcément toujours le dire. Et c'est dans ces personnalités-là, aujourd'hui, que on voit le plus de personnes qui tentent en tout cas de s'épanouir. Alors, est-ce que ces gens y arrivent systématiquement? Donc ça commence à devenir une sorte de mouvement, dans le sens où en France, vous avez une association qui s'appelle les Activateurs, qui s'est structurée autour de ça. Alors, c'est pas énorme, hein, mais ça compte, je crois, 400 personnes à peu près. L'association a 1 an et demi. C'est une sorte de mouvement un peu spontané. Aux États-Unis, c'est une asso qui s'appelle les Rebels at Work. Il y a les Mavericks. Enfin, il y a ce besoin de s'identifier comme ça et d'appartenir à quelque chose où on dit, mais moi, j'ai envie de bien faire mon travail, et 2, pour ça, j'ai pas le choix, il faut que je vous désobéisse parce que vous m'enfermez dans un système qui est impossible, qui est à la limite de l'absurde, et où... Absurde, vous avez prononcé ce mot, vous me dites d'avoir horreur. C'est quoi l'absurde en entreprise? C'est pas que j'en ai horreur, c'est que moi, c'est ce que j'ai beaucoup vu en tout cas, mais encore une fois, je parle d'un monde très corporate. Concrètement, c'est quoi l'absurde en entreprise? On vous demande de faire quelque chose, mais on vous empêche de le faire. On vous demande de le faire vite, mais on va vous passer des validations à n'en plus pouvoir. On vous demande d'être très responsable, mais on vous donne aucun pouvoir, donc on n'associe pas pouvoir et responsabilité. C'est des injonctions paradoxales en permanence. Enfin, c'est des petites choses, hein. Je ne parle pas de conflits légaux ou de choses très importantes, mais c'est plein de petites choses qui sont épuisantes pour les gens au quotidien quand ils sont dans cette démarche un peu où ils ont l'impression d'avoir une zone d'action, une zone de sens qui en fait n'existe que très très peu, ou est en permanence remise en question et lessivée. Et donc ces gens-là, il y en a certains qui à un moment essaient de passer un peu à l'action et de détourner un peu les règles. Alors la réalité, on en reparlera, c'est qu'ils essayent, et la plupart commencent aussi à s'en aller et à rejoindre ou des carrières de freelance ou des petites boîtes on en reparlera. Autre chose. Nicolas Silol, dans votre film, au début en tout cas, on n'est pas du tout dans une entreprise où il y aurait des rebelles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser un film sur ce sujet de l'entreprise qui va mal, dont le fonctionnement va mal, dont les rouages ne tournent plus?
Je rappelle juste, je raconte en 2 mots l'histoire du film. C'est l'histoire d'une responsable RH dans une grande entreprise, très grande entreprise, qui se confond complètement avec sa fonction et qui est confrontée au début du film au suicide d'un salarié qui se jette dans son entreprise sous ses yeux. Et le film raconte ensuite, à partir de cet événement dramatique, le parcours qu'elle va faire pour se décorporatiser, en quelque sorte, pour se reconnecter avec ses valeurs, ses ressentis, ses émotions, et faire un choix par rapport à ce drame-là. Alors c'est une fiction, mais c'est inspiré de faits réels quand même. On reconnaît l'épisode France Télécom, par exemple, Alors voilà, dans les ouais, suicides. c'est une fiction, c'est-à-dire c'est un personnage. Tous les personnages sont des personnages de fiction. C'est pas directement inspiré de faits réels, mais c'est en tout cas tous les outils de management qui sont décrits dans le film sont authentiques, et on les a avec mon scénariste Nicolas Fleureau empruntés principalement à France Télécom, puisque c'était, pour répondre à votre question, l'origine de l'envie d'écrire ce film mais aussi dans des entreprises privées comme la Société Générale, chez Renault. On est allé évidemment enquêter dans les entreprises où il y avait eu ce type de drame, et on a essayé d'en comprendre les causes, qui sont évidemment très complexes à comprendre, à déterminer, parce que face à un suicide, c'est une question éminemment complexe. On ne peut pas réduire un suicide à des causes. Donc nous, notre angle était vraiment celui du travail. Et c'est aussi le choix qu'on a fait par rapport à ça, était pour décrire ce système de management par la terreur qu'on découvrait, n'était pas de choisir le point de vue d'une victime, mais vraiment celui d'une RH. Alors, qu'est-ce que peut faire votre personnage, cette responsable RH, face à une organisation aussi rodée qu'une entreprise, qu'une très très grande entreprise comme celle du film? Le parcours qu'elle fait, il est complexe, il ne se fait pas du tout du jour au lendemain. On voulait éviter des écueils trop culpabilisants ou moralisateurs ou stigmatisants pour ces professions. Donc c'est un parcours compliqué qui se fait par à-coups. Elle essaye, elle, d'abord de sauver sa peau, et ses premiers réflexes sont des réflexes de survie. Elle essaye de s'en sortir. Mais au contact notamment d'une inspectrice du travail qui enquête et qui mène l'enquête sur le système de management dont elle est l'incarnation, elle prend par à-coup conscience d'un certain nombre de faits dont elle s'est rendue coupable. Et comme je le disais, elle se reconnecte un peu avec elle-même. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, au début du film, est vraiment comme une coche vide qui se confond avec sa fonction et dont on se demande comment elle fonctionne, s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et donc elle se reconnecte petit à petit, comme ça, avec elle, et elle fait le choix, assez tard dans le film, de s'inscrire en rupture avec le système dont elle était le bras armé. Et ce qui nous intéressait, même d'un point de vue dramatique, et puis pour le spectateur c'est une identification complexe, c'est que pour se retourner contre le système, elle doit se retourner contre elle-même. Donc c'est ça vraiment le parcours qu'elle fait, et ce qui nous semblait intéressant. Alors ça marche au cinéma. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué quand chaque acte a une conséquence bien réelle. Ouais. Est-ce que vous avez pu discuter, rencontrer des gens qui avaient réussi à s'élever comme votre personnage ? Oui, on a rencontré lors d'une rencontre ou d'un séminaire ou d'un débat comme ça, auquel nous on participait pas, on n'avait aucune autorité pour y participer, on était dans la salle, et on avait été très marqué par le témoignage d'une RH qui, je pense, nous a aidé à comprendre, enfin à dessiner la trajectoire de ce personnage, qui avait pris la parole pour raconter comment elle avait mis la pression à des salariés, comment elle avait fait ce qu'on appelle le sale boulot, et qu'elle-même avait fini par craquer. Elle avait connu un épisode de burn-out, et elle avait ensuite, elle avait essayé de se reconstruire après cette crise, et la formule qu'elle avait choisie et qui nous avait marqué, qu'on trouvait assez édifiante, c'était de dire « ça ne passera plus par moi ». C'est-à-dire qu'elle réaffirmait une liberté de choix, elle s'inscrivait en rupture avec un ça, qui est quoi? Qui est le système, mais en réaffirmant sa liberté individuelle, sa responsabilité, et de dire ça je ne veux plus. Et donc cette rupture presque personnelle avec le système, comme une rupture intime, nous avait beaucoup marqué. Donc il y en a certains exemples. On est effectivement c'est une histoire, c'est une fiction.
Et en plus, c'est un drame, donc il faut cet événement pour que ce RH bouge. Et j'espère que, pour cette dame, elle avait connu un burn-out, j'espère qu'on peut aussi avoir ce type de sursaut sans passer par ce type de drame. C'est compliqué, le parcours est tortueux, mais c'était aussi une des envies qu'on avait de nous, s'attaquant à ce sujet-là, de proposer un parcours qui puisse être un peu exemplaire et qui inspire aussi du courage, de l'énergie à ceux qui sont pris dans ces situations, en leur disant, voilà, si à un moment donné on peut s'inscrire en rupture, ça peut faire boule de neige, il y a un effet de libération de la parole que le film montre dans sa dernière partie, auquel nous on a envie de croire et qu'on avait envie de valoriser. Autant dans ce que vous dites que dans ce que dit Marie-Noéline, il y a toujours cette notion que l'individu peut finalement s'élever face au système impersonnel pour le coup. Dans les deux cas, c'est oui. La personne qui doit prendre ses responsabilités, entre guillemets. En tout cas, à ce stade-là, où ça me paraît une étape. C'est-à-dire que quand il y a un système qui est devenu une sorte qui déresponsabilise tout le monde et qui est devenu une sorte de fatalité, il faut sans doute en repasser par les individus pour reprendre une responsabilité. La question après, moi ça m'intéresse aussi, c'est pour ça que ça m'intéresse d'en parler avec, c'est que on ne peut pas rester dans une logique strictement individuelle. Sinon, ce repli-là, enfin ce sursaut-là, doit après sans doute s'organiser de manière collective pour retrouver un sens qui soit sous le signe du partage et qui crée d'autres dynamiques. Parce que sinon, ce serait une fuite. Il pourrait y avoir aussi une fuite, tout le monde se tire en race campagne. Donc il faut bien, à un moment donné, une fois qu'on en est passé par cette prise de conscience individuelle, essayer de recréer un sens collectif, il me semble. Très bien. Marguerite Grandjean, alors vous travaillez avec des entrepreneurs. On n'est plus dans la grande entreprise, mais on se rend compte que de plus en plus de cadres de ces grands groupes changent de vie, deviennent entrepreneurs, travaillent sur des sujets qui sont un peu plus proches, un peu plus terre à terre. Avec WeShare, vous faites le pari de l'entrepreneuriat en groupe. Et cet entrepreneuriat peut amener du sens. Alors peut-être avant qu'on aille plus loin, peut-être présenter WeShare, qu'est-ce que c'est exactement ? Et ensuite, on abordera le sujet du sens. Oui, alors déjà, même avant de présenter WeShare, un petit élément de cadrage peut-être pour vous. On parle des indépendants, c'est une tendance assez médiatique, hein, et c'est une vraie aspiration aujourd'hui. Il y a en effet, comme vous le disiez, pas mal de cadres qui s'en vont pour devenir indépendants. Au final, ça reste relativement stable, hein, si on fouille les chiffres de l'INSEE. Depuis 2013, c'est 10% de la population active, donc un peu moins de 3 millions. Ça n'augmente pas, ça ne diminue pas, à peu près. La première chose que je peux dire, c'est que le statut d'indépendant, en fait, c'est un statut d'entrepreneur, donc c'est le fait de monter une boîte, monter une entreprise. Donc je ne serais pas étonnée de voir que dans ces chiffres, si ça demeure stable, c'est qu'il y a peut-être un volume plus important de gens qui s'en vont de leur salariat pour monter une boîte, mais 1 ou 2 ans après, ils vont peut-être revenir au salariat parce que c'est dur de monter une boîte. Donc est-ce que le statut d'indépendant, au final, est-ce que c'est mieux qu'un statut salarié ? Je n'ai pas dit ça. Vous avez tout à fait raison. C'est moi qui provoque un petit peu. Pas du tout, parce qu'il y a évidemment des risques psychosociaux qui sont vraiment existants. En fait, si je simplifie, en gros, quand on devient indépendant, ce qu'on va chercher en premier, c'est l'autonomie. Donc autonomie, c'est vraiment le fait de se doter de ses propres règles. Ça, c'est de fait d'expérience, et peut-être Marie-Noéline a eu la même, on peut être autonome en tant que freelance. En revanche, il y a l'autre extrême des aspirations humaines qui va être la sécurité. Donc on a aussi envie d'avoir un toit, d'avoir assez d'argent, notamment dans un système social qui nous enjoint à la consommation de façon assez autoritaire. Donc au milieu en fait, de ces deux extrêmes, l'indépendant va naviguer. Et l'indépendant n'est en fait jamais indépendant. Il est toujours interdépendant. Il est dépendant de ses collègues qui ne sont pas forcément du coup des collègues salariés, mais il a quand même des collègues au cœur d'un projet. Et puis il est dépendant de ses clients, évidemment. Donc à l'intérieur de ça, quand on navigue là-dedans, il y a tout un stress qui peut se créer. À la fois si on a un sens qui manque quand on a des clients en face de soi qui ne nous correspondent pas en termes de valeurs.
mais que pour revenir vers la sécurité, on va avoir besoin de les servir encore. Et ça, c'est vraiment une réalité qu'on voit chez beaucoup d'indépendants. Il va y avoir un stress quand, comme vous le disiez, Marc, il y a une certaine pression à l'individualisme. Et ça, c'est une des réponses pour répondre à votre question que WeShare essaye d'apporter. Donc WeShare, c'est un collectif d'indépendants. Donc au sein de ce petit espace que constituent les indépendants aujourd'hui, on a une micro-tendance qui est juste émergente, qui est les collectifs de travail, les collectifs d'indépendants. Donc il y a WeShare, que je connais, qui représente environ 50 membres. Je pourrais vous citer aussi Mangrove, qui est un peu plus petit, et puis un plus gros qui s'appelle HappyDev, qui est à l'origine dédié aux travailleurs du web, enfin aux développeurs web, et qui s'est étendu à plusieurs métiers du digital, donc plutôt de 200 personnes, donc ça devient assez gros. Et ces collectifs, en fait, ont pour vocation d'aider les indépendants à traiter des problèmes de solitude, principalement. Juste pour comparer, WeShare, c'est combien de personnes? C'est 50 personnes à peu près. Voilà, c'est fluctuant. Et c'est un des problèmes qui a été cité également, c'est que le gros problème de ces collectifs, c'est que ça manque de vision collective, en fait, parce qu'on a quand même une collection d'indépendants. Et pour revenir à cette question d'individualisme, au final, un indépendant se vend lui-même. Donc il y a quand même une certaine compétition au sein d'un collectif. Ça, c'est la limite qu'on peut remarquer. Maintenant, au niveau des solutions apportées, elles sont réelles. Hein. Donc on a un soutien, je dirais, affectif ou au moins informel. C'est dur d'être indépendant. Et on a aussi des soutiens business, hein, c'est-à-dire de l'apport d'affaires avec ses collègues indépendants, ce qui est aussi important. Juste du coup, pour réagir à votre présentation, vous parliez des coopératives. Alors en effet, c'est une autre forme de soutien aux indépendants. Le collectif dont je fais partie n'est absolument pas structuré en coopérative, mais il existe des coopératives d'activité et d'emploi qui sont des CAE, qui existent depuis un certain temps. Moi, celle que je connais le mieux, c'est Copanam, qui existe depuis 2004, hein, donc ça fait un certain temps. Et là, c'est un statut tout à fait particulier. D'une part parce que, comme toute structure de portage salarial, en fait, l'indépendant est salarié. Donc ça lui permet de lisser ses revenus en échange d'un certain pourcentage de son revenu brut. Et puis par ailleurs, en tant que coopérative, on va être sociétaire de l'activité, de l'organisation, donc il va y avoir un vrai projet commun. Est-ce que ces collectifs, ces coopératives permettent de se projeter quand on est indépendant vers un objectif commun? Vous disiez parler de projet commun. Est-ce que finalement, savoir qu'on partage le même objectif, même si c'est qu'une partie de sa journée de travail, ça suffit à créer ce sens que l'on recherche? Alors c'est en effet vraiment la limite qu'on voit aujourd'hui, hein, dans ces trois collectifs que je vous ai cités. C'est vraiment la difficulté auquel ils se confrontent aujourd'hui. Déjà, dans une entreprise, c'est pas évident de trouver un sens commun en tant que salarié. Mais alors en plus, si vous êtes indépendant, ça devient vraiment compliqué. Il y a un sens qui se trouve au niveau du projet. Donc à chaque projet qu'on va mener, si on fait partie d'un collectif, on va avoir une base, un pool d'indépendants qu'on peut prendre dans notre projet. Et à l'inverse, on peut aussi, quand on a envie de se reposer et qu'on n'a pas envie de monter des projets, on peut aussi aller se joindre à un projet existant. Donc à ce niveau-là, ça apporte une solution. Le contre-exemple de l'indépendant qui pour le coup ne trouve pas de sens à son travail, c'est le chauffeur VTC qui va être soumis au rythme d'une application qui va lui dire où aller travailler, quand travailler. Est-ce que la technologie qu'on imagine comme étant un outil d'émancipation permet de retrouver du sens au travail? La question est posée à tout le monde. Alors, du coup, si je peux répondre à cette question, il y a pas mal quand même de chauffeurs, je ne sais pas combien de personnes dans la salle prennent des VTC régulièrement. Moi, j'en prends régulièrement et je pose à chaque fois la question. Un certain nombre quand même revendiquent cette indépendance, cette autonomie dont je parlais. En revanche, la façon dont ils sont traités par voilà, ils la revendiquent, mais ils ne sont pas forcément indépendants dans les faits. C'est toujours pareil en fait, ils sont autonomes et ça, la plupart me disent, mais comme un chauffeur de taxi, hein, me disent qu'ils veulent choisir leurs horaires, qu'ils veulent pouvoir ne pas travailler le week-end, voir leurs enfants, etc. En revanche, en pratique, ceux qui font ça, c'est ceux qui gagnent beaucoup moins. Ceux qui gagnent vraiment beaucoup, c'est ceux qui travaillent énormément. Marc Loriol?
Oui, alors effectivement, les nouvelles technologies pourraient apporter beaucoup de choses parce qu'elles pourraient faire tout le travail répétitif, tout le travail qui n'a pas beaucoup de sens, tout le travail qui demande un énorme effort physique. Et le problème, c'est malheureusement que ceux qui investissent dans les nouvelles technologies sont plus souvent les donneurs d'ordre que les salariés. Et par conséquent, on voit que ces nouvelles technologies sont souvent utilisées pour augmenter la productivité et non pour enrichir le travail et donner plus de temps. Je vais prendre un exemple qui est extrêmement frappant, que certains d'entre vous connaissent peut-être s'ils ont vu l'émission Cache Investigation sur les préparateurs de commandes dans les entrepôts logistiques. J'ai un étudiant qui a fait une très belle thèse sur le sujet. Disons que pour aller vite, auparavant, les préparateurs de commandes avaient un listing papier ou informatique et ils devaient préparer une palette sur laquelle un certain nombre de produits étaient destinés à être entourés d'un film plastique et puis envoyés dans le supermarché pour être déballés et vendus dans le supermarché. Ces salariés qui faisaient un travail a priori modeste mettaient beaucoup de sens dans leur activité. On peut résumer ce sens par l'idée de faire une belle palette. Un professionnel de la logistique, de l'entrepôt logistique, voulait faire une belle palette, c'est-à-dire une palette qui se tient, qui n'a pas l'air de s'affaisser sur elle-même, qui a une belle allure et qui en plus ne va pas écraser les produits. Si vous mettez des boîtes de céréales en bas, par exemple, elles vont être abîmées et dans le magasin, elles seront invendables. Donc il y a un sens du service aussi. Le client final, c'était le magasin et les clients du magasin. Qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé la commande vocale, c'est-à-dire c'est un logiciel avec un petit micro devant la bouche et des oreillettes. Et les personnes se retrouvent à devoir suivre à la lettre les ordres donnés par l'ordinateur et donc aller chercher tant d'unités dans telle rangée et telle allée. Et il doit à chaque fois confirmer l'ordre qui a été donné. Ce qui a des effets tout à fait terribles. Le premier, le plus banal, c'est en fait que les gens... On n'a plus de micro. En fait, comme je dis du mal des machines, elles se vengent. Et elles veulent plus me... Voilà, donc, l'autre chose qui est terrible, c'est que bien entendu, on ne peut plus faire de belles commandes. Et en même temps, on demande à ces personnes-là de s'impliquer et de limiter les erreurs. Alors, ce qu'elles faisaient spontanément et par plaisir auparavant, on leur demande de le faire alors qu'elles sont plus... Ça rejoint l'absurde que vous évoquiez tout à l'heure. On pourrait dire la même chose sur les caissières de supermarché. L'intérêt du travail de caissière, c'est le relationnel. Mais on leur demande de passer de plus en plus d'articles à toute vitesse. On leur demande de plus en plus de suivre un script procédural. Bonjour, au revoir, merci, sourire. Est-ce que vous avez la carte fidélité? Et avec les nouvelles caisses que l'on teste maintenant, où les clients scannent eux-mêmes, une caissière va devoir gérer 3 à 6 caisses. Et donc, non seulement elle n'a plus le temps de parler avec les clients, mais en plus, elle les flique, elle les surveille. Donc, la relation avec le client devient tout à fait différente. Et elle a le sentiment qu'il faut qu'elle ait les yeux partout et qu'elle puisse à la fois être gentille et puis surveiller les clients. Donc, le travail perd totalement son sens. Donc, on voit comment parfois, parce que le but, c'est d'augmenter la productivité, que la commande vocale, on estime qu'on augmente de 30% la productivité. Et encore 30%, c'est par rapport à peut-être un préparateur qui n'était pas forcément très expérimenté. L'autre effet aussi, c'est que finalement, on peut former plus vite des préparateurs. Donc, les enseignes sont moins dépendantes des ouvriers très expérimentés. Elles peuvent en quelques mois former, puis elles les rejettent très vite. Ces 30% que gagne l'enseigne, ils vont coûter beaucoup plus cher à la collectivité en mise en invalidité, en gens qui vont se retrouver au chômage avec des qualifications qu'ils ne pourront plus utiliser parce que leur dos est foutu et qui ne pourront plus faire ce métier pour lequel ils ont été formés, parce qu'en plus c'est un métier pour lequel on se forme. Auparavant c'est un métier qu'on apprenait sur le tas et maintenant c'est un métier pour lequel il y a des formations professionnelles mais qu'on ne peut pas exercer toute sa vie dans les conditions où il est proposé. Donc on voit que malheureusement cette technologie qui devrait libérer détruit le sens et asservit au lieu de libérer. Alors vous prenez des exemples dans les supermarchés, dans les entrepôts. Il y a aussi ce qu'on appelle des jobs à la con qui émergent dans les bureaux. C'est un anthropologue américain, David Graeber, qui a théorisé ce constat. De plus en plus de cadres, d'après lui, ne servent à rien parce que leur travail peut être effectué par des logiciels. Ou alors ils sont cadres, mais ils n'encadrent personne. Ils sont cadres d'eux-mêmes. C'est toujours un concept. Du coup, de plus en plus de cadres diplômés s'orientent vers de nouveaux métiers. Ils se reconvertissent dans des métiers beaucoup plus manuels
est beaucoup plus concret, proche des gens. Il y a un livre de Jean-Laurent Casselli, un journaliste, qui se veut un reportage au milieu d'un cadre qui est devenu mécanicien, un cadre qui est devenu boulanger. Est-ce que ces reconversions sont plus nombreuses aujourd'hui que par le passé ? Alors, j'ai pas de statistiques sur le sujet. Simplement, ce qu'on voit, c'est que avec effectivement le sentiment de faire un travail qui ne correspond pas forcément à ce qu'on avait espéré. On a parlé des DRH tout à l'heure. Les DRH, quand ils se sont formés, ils ont espéré être le liant social de l'entreprise, ceux qui allaient aider les salariés à s'épanouir et à donner du sens à leur travail, à coopérer entre eux. Et bien souvent, on les réduit à ceux qui vont virer les gens avec le moindre coût pour l'entreprise. Et donc là, il y a ce sentiment que, effectivement, non seulement ils servent à rien, mais en plus, peut-être même qu'ils vont à l'encontre de leur éthique personnelle. Alors c'est vrai que dans le monde du travail, dans les entretiens que j'ai menés, on entend très souvent les gens qui sont en difficulté exprimer, moi j'appelle ça du rêve, c'est-à-dire qu'ils ont un projet qui caresse et qu'à l'occasion d'un entretien, ils vont parfois évoquer, s'ils n'ont pas peur de paraître un peu trop incongru. Donc c'est souvent un projet un peu relationnel, ouvrir un restaurant, une maison d'hôtes, où on est plus créatif, effectivement, être pâtissier, faire quelque chose de concret, où on a l'impression qu'on pourra exprimer son talent et faire plaisir aux autres. Et aussi, cette recherche qui a été évoquée tout à l'heure, d'autonomie, parce que les gens sont placés dans des situations finalement de fausse autonomie. On leur demande de plus en plus d'être responsables, et de moins en moins on leur donne la possibilité de s'organiser et de trouver par eux-mêmes comment utiliser leurs compétences, comment se former et comment répondre aux demandes qui leur sont faites, puisqu'on leur impose des procédures qui souvent sont effectivement des pertes de temps et de la seule vie. Donc il y a ce rêve. Après, peu passe du rêve à la concrétisation. Et souvent, c'est dans des conditions qui ne sont pas toujours très favorables, parce qu'ils passent du rêve à la concrétisation pour éviter de tomber dans le cauchemar. C'est-à-dire que quand ils perdent un emploi, ils perdent leur emploi et ils se disent peut-être c'est le moment, je vais essayer de réaliser mon rêve. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, être indépendant, ça demande un certain nombre de ressources. Les travaux sur l'indépendant montrent que les enfants d'indépendants, par exemple, réussissent mieux que ceux qui ne sont pas enfants d'indépendants, parce qu'ils ont une tradition familiale, ils ont un certain nombre de conseils et de soutien, de ressources aussi. Ceux qui ont des diplômes rares et recherchés ont moins de difficultés que ceux qui se trouvent sur un marché du travail pléthorique et donc ont plus de difficultés à trouver des clients. On évoquait les chauffeurs tout à l'heure. Le problème, c'est la grande dissymétrie de pouvoir entre les plateformes qui ont un très grand pouvoir et qui décident finalement de quelles sont les règles du jeu qui vont être appliquées, et les chauffeurs qui au début étaient plutôt contents, puis après ont vu les règles se resserrer, les tarifs s'abaisser, et qui ont découvert que c'était une autonomie pas si facile que ça. Marie-Noémie Viguier, vous disiez que certains cadres que vous croisiez dans les entreprises tentaient de réagir à l'absurdité des systèmes, et une fois qu'ils en avaient marre d'essayer, prenaient la porte et allaient voir ailleurs. Les entreprises sont de plus en plus concernées par cette fuite des talents, mais où est-ce qu'ils vont, ces cadres, s'ils ne choisissent pas la voie du mécanicien ou du boulanger ? Enfin, je peux revenir juste 2 secondes sur cet engagement de la main et du sens, parce qu'en fait, je pense que c'est très associé. On a un travail qui a été assez désincarné, où du coup, la conception était très coupée de l'exécution. D'ailleurs, il y a un philosophe qui s'appelle Sennett qui a fait des trucs super qui a écrit des trucs fabuleux sur le sujet, sur le fait de réengager les mains et cette notion d'exécution et cet homo faber qui a été un peu trop, dans un premier temps, mis en bas de l'échelle, et au final, on s'aperçoit que c'est là où on retrouve aussi beaucoup de sens et d'implication. Ce sens-là, on peut le retrouver aussi dans la grande entreprise aujourd'hui. C'est compliqué, mais il y a potentiellement une restructuration des emplois qui peut s'effectuer autour de ça. Pour ce qui est des gens qui essayent en interne de changer un peu leur mode de travail, d'avoir d'autres types de relations, etc. Alors, est-ce qu'ils deviennent mécaniciens ou artisans ou hipsters qui ouvrent le barbershop à la mode et qui marche très bien? Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Certains partent dans des structures plus petites aujourd'hui, type donc des startups. Ils vont des fois s'engager. Alors, j'ai pas trop vu d'indépendants et de freelance, moi, parce que c'est souvent des gens. Moi, je parle avec des
des gens qui sont plutôt âgés, parents, donc qui ont souvent des prêts immobiliers, etc. Et aujourd'hui, en effet, le saut dans le monde du freelancing est quand même un peu compliqué. Donc ils restent quand même dans des emplois salariés aujourd'hui, mais ils vont dans des structures qui sont vues comme plus innovantes et ils sont vus comme précieux. Ce qui est intéressant, c'est que la grande entreprise, en tout cas moi quand je discute avec des DRH ou des comités de direction aujourd'hui, ils commencent à s'apercevoir de cette fuite des talents-là. Ils commencent à se rendre compte et à deux niveaux, un parce que les gens s'en vont et deux parce qu'ils n'arrivent plus à recruter les meilleurs profils qu'avant, ils avaient une facilité considérable à recruter. Aujourd'hui, je crois que les chiffres, pour le coup, sont en augmentation. Quand on sort d'une grande école ou qu'on était un profil un peu star pour rentrer chez Saint-Gobain ou Capgemini, on préfère d'abord aller voir une start-up, alors, ou une grosse boîte type GAFA, etc., voire même des start-up un peu promesses, etc., parce qu'elles sont la possibilité... alors, oui, il y a du cool, c'est plus sympa, etc., mais on continue à bosser beaucoup, etc. Moi, ce que je pense, c'est que c'est des espaces où on continue à exploiter la singularité des gens, c'est-à-dire là où ils sont vraiment bons spécifiquement, et où on va essayer de miser avec eux et de construire avec eux, et pas juste avec un directeur marketing ou une fiche de poste et quelque chose de très désincarné. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à réengager. Et puis cette exécution, oui, le fait de se rendre compte de ce qu'on fait et de pouvoir se l'approprier, le délimiter, et pas juste être un N+2. Vous parlez de plus petites structures. Nicolas Silov, vous me disiez qu'il y avait des phases dans votre travail où vous travaillez seul. Est-ce que travailler seul, c'est s'assurer qu'on a un travail qui a du sens, puisqu'on décide de tout ce qu'on peut faire? Mais non, parce qu'on a besoin de l'interlocution des autres pour que ça prenne sens. On a besoin de s'adresser à quelqu'un. Même quand vous rédigez votre script au tout début de la création d'un film? On est vraiment tout seul. Moi, c'est pour ça que j'avais la chance d'avoir un co-scénariste et on a besoin de cette interlocution-là parce que quand on est effectivement, quand il n'y a plus de cadre et qu'on a choisi uniquement son propre cadre de travail, qu'on est totalement indépendant, comme vous disiez, l'indépendance, elle prend sens dans une interdépendance. Et quand on est effectivement, moi j'ai eu des phases d'écriture très longues où on travaille chez soi. Il n'y a plus de séparation entre un cadre de travail et puis chez soi. Donc c'est aussi, ça contamine complètement la sphère privée, intime. Il n'y a plus de frontières. Et tout ce que vous décrivez là aussi, ça va dans ce sens-là. Donc effectivement, c'est aussi un piège. C'est un autre piège, une forme d'aliénation personnelle. Et qui peut être très douloureuse. Une auto-aliénation finalement. Oui, exactement, mais c'est ce qu'on décrit aussi avec cette injonction au statut d'indépendant, à l'auto-entrepreneuriat, à être son propre employeur, c'est aussi devenir aussi son propre exploiteur. Sur les applis, moi ce que je vois sur l'impact des technologies, en première, après là moi je m'aventure sur un terrain que je connais pas, dont je suis pas spécialiste, mais on voit aussi que ça détruit aussi en fait des cadres qui étaient stables et qui existaient. C'est-à-dire les applis aujourd'hui dont vous parlez sur les VTC, en fait elles remplacent le contrat de travail. Et le contrat de travail, il donnait un cadre et il change le cadre. Garant, en tout cas. voilà, l'application change le cadre. Voilà, donc il faut aussi, ces évolutions-là, il faut aussi qu'elles s'accompagnent d'une évolution du droit du travail, mais pas sous le signe exclusivement de la suppression ou de la flexibilisation ou de la, parce qu'en définitive, c'est un autre sujet. C'est comme ça que moi je le perçois. J'imagine. Tout à fait. Et pour réagir à ce que vous disiez, et ce que disait Marie-Noéline, il y a une certaine hype autour, également une certaine mode autour des startups. C'est pas non plus. Il y a des burn-out aussi en startup qui correspondent exactement à peu près à votre description, c'est-à-dire qu'on a énormément de choses à faire dans un cadre pas forcément extrêmement ouvert et avec des revenus beaucoup plus faibles. Donc c'est pas une panacée. Je voudrais juste rajouter 2 petites anecdotes. La première, c'est que d'abord pour réagir au philosophe que vous citiez, il y a un autre philosophe sur ce côté homo faber que j'aime beaucoup qui s'appelle Matthew Crawford. Je vous invite vraiment à lire ces 2 ouvrages, c'est passionnant. C'est un philosophe qui est également mécanicien de moto. Et puis l'autre anecdote, c'est, je ne sais pas si vous saviez que Mounir Majoubi a un CAP de cuisine. Donc comme quoi on peut aussi passer un CAP et être politique en même temps. Moi la question que je me pose au sujet de... Tu me dis si j'ai le temps. Un petit peu de temps, après il faudrait qu'on passe aux questions. Préparez vous si vous avez des questions. Ouais. La question que je me pose, peut-être du coup pour conclure cette première partie, c'est un peu de... Ça aura la réponse.
Tout à fait. C'est de revenir un peu aussi à une échelle individuelle. Moi, je crois beaucoup à la responsabilité de chacun et au droit de chacun aussi de réfléchir au propre sens que l'on veut se donner. Et moi, je vois un peu 3 aspects pour le bien-être au travail. C'est vraiment de mon expérience. Il se trouve que j'ai croisé ça aussi chez un auteur américain qui s'appelle Dave Isay, comme Isay en anglais, par hasard. En fait, donc les 3 aspects, ça va être d'abord le quotidien. On parlait du Faber, du faire, et c'est vrai que se reconnaître dans un métier au quotidien, c'est un peu le premier aspect. Le deuxième, c'est le sens qu'on trouve en général dans son travail, en sachant qu'on peut avoir bossé dans une ONG qui a un super sens, mais faire un métier qu'on n'aime pas. Et le troisième élément, c'est la qualité de la relation au travail. Il me semble que tant qu'on n'a pas fait chacun ce travail qui est parfois douloureux et long, d'identification de ces 3 piliers, on n'ira pas forcément loin, quelles que soient les structures que l'on intègre. Belle conclusion pour cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions ? On va faire passer un micro, s'il y en a. Et si vous pouvez vous lever quand vous posez la question. Je fais passer là, au premier rang et ça arrivera ensuite. Oui, merci. Moi, je voulais juste un peu plus clarifier le corporate hacking, parce que finalement, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que... Alors, je trouve qu'il y a un tableau assez difficile que vous dressez, que ce soit l'individualisation, les claquements des collectifs de travail, l'intensification, même quand on est indépendant ou dans une start-up, on n'y échappe pas finalement au burn-out. Voilà. Donc, je voulais juste dire que tous, d'une manière ou d'une autre, quand même, vous arrivez en gros à ce constat. Voilà. Donc, je voulais avoir une précision sur parce que c'est un mot fort, corporate, hacking, voilà, ça m'intéresserait de savoir, est-ce que vous repêchez les rebelles, ceux qui osent, etc. Voilà. En fait, on a voulu mettre un peu cette figure du hacker, plutôt que de parler de ce start-upper, entrepreneur, etc., ce côté très disruptif qu'on a vu un peu dans l'émergence de l'économie numérique. Moi, ce que j'aime dans ce terme le hacker, c'est pas le méchant pirate qui va aller mettre des virus dans des logiciels. Ça, c'est dans le monde des hackers, c'est ce qu'on appelle des black hats. Ils sont une minorité en réalité. La plupart des hackers, et quand on revient dans l'historique de ce qu'est le hacking, c'est quand même des gens qui se positionnent comme intelligents, en capacité à maîtriser la technologie, et qui à un moment ont vu les technologies se fermer pour des raisons des marques qui ont commencé à fermer les systèmes d'exploitation des ordinateurs, etc., qui se sont dit, mais en fait, qui se sont affirmés. Ils se sont dit, et c'est cette affirmation-là que je trouve intéressante. Ils se disent, je suis intelligent, je suis en capacité à rentrer dans cette machine, je ne veux pas que toutes mes interactions puissent être prédéterminées par un système d'exploitation auquel je n'ai pas accès et que je ne puisse pas changer. Donc, à un moment, je me fais confiance et je vais aller rentrer à l'intérieur de ça pour pouvoir reprendre un peu la main en toute responsabilité et jamais de façon trop égoïste, parce qu'il y a une éthique très forte dans le monde des hackers. Ça se fait toujours au service d'un idéal et de manière collective, dans le sens où un hack est toujours les hackers partagent énormément, construisent tout un bien commun. C'est pour ça que Wikipédia et toutes les structures Internet, la vision un peu idéale du numérique telle qu'elle a été pensée, moi quand je l'ai vu arriver en 2002-2003, qui était quelque chose de très collectif et où on s'est dit, là, il peut potentiellement se passer quelque chose, c'était cette philosophie-là. Et c'est ça que moi je trouve intéressant de remettre un petit peu dans ce monde très corporate qui dit les gens ont envie de se réaliser pour bien faire leur travail. Si on a envie de faire sa palette super bien, et le taylorisme a été construit là-dessus, c'est parce qu'on a ce besoin de bien faire son travail. On est quasi codé génétiquement, je pense qu'il y a un truc là-dedans en nous. Donc laissons les gens aller vers ça plutôt que de en permanence penser le risque pour les 2% de déviants ou pour ceux qui ne vont pas respecter, etc. Et du coup, c'est inverser un peu ces rapports de force. Et voilà, et moi je trouve que c'est ça qu'on a voulu... c'est ce que je trouve intéressant dans ce monde des hackers. Et c'est pour ça qu'on parle de corporate hacking. Et c'est pas du tout sur ce côté un peu, il faut être disruptif. C'est pas ça qu'on voulait mettre un peu en avant. C'était vraiment cette affirmation que je trouve beaucoup plus intéressante qu'une forme de rébellion ou de pessimisme, des fois un peu stérile. Merci. D'autres questions ? Moi, c'était un peu la même question, mais j'ai toujours pas compris ce que vous faisiez. Je suis désolée, mais... dans la vie, vous voulez dire ? Oui, en fait, j'ai fait deux choses. Vous êtes présenté comme corporate hacker, mais j'ai toujours pas compris ce que vous faisiez. Alors, le corporate hacking...
Ah non, moi je fais pas du logiciel, j'adore mais je fais pas ça. Non, on essaie juste de... Alors, je fais deux choses. J'ai une entreprise qui implante des nouveaux modes de travail, etc., en mode un peu novateur, etc. Ça, c'est un sujet. Et on a en effet écrit un bouquin avec ma co-auteure sur ces corporate hackers, qui étaient ces gens qu'on croisait dans les grandes entreprises, ces rebelles du quotidien, un peu, pas forcément des héros, pas des grands start-upers, pas des grandes personnalités, mais qui étaient là et qui œuvraient dans les entreprises. Et c'est ces gens-là qu'on voulait mettre un petit peu en avant et regarder quels étaient les schémas et les patterns qui leur permettaient d'être un peu plus solides, un peu plus affirmés. Et là-dedans, il y a un chemin à tracer et à regarder qu'on trouve intéressant. Mais je ne déploie pas, je ne pense pas qu'il y ait une méthodologie pour que les gens puissent devenir des hackers au travail. Ils parviennent à faire évoluer les pratiques de leur entreprise ? Ils essayent. Alors, c'est difficile, c'est un début. Donc, il y en a. Par exemple, ce qui a été étonnant, c'est qu'on a écrit le livre pour les salariés et qu'il y a beaucoup de comités de direction qui sont venus nous voir en disant moi, je veux que mon entreprise soit hackée. Parce que parce qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire et paradoxal là-dedans, qui est que partout, vous avez plein de gens qui veulent faire les choses différemment. En haut, on a besoin de dynamique et d'efficacité, donc on a envie aussi de cette fluidité, et en même temps, ça ne se parle pas et c'est très compliqué, voire c'est peut-être même impossible. Donc, il y a des choses qui se passent. C'est de l'essaimage, c'est du rôle modèle. Enfin, vous voyez, c'est de l'inspiration. On va voir des gens qui se comportent un peu différemment, et c'est un gros chemin personnel. Beaucoup, je vous dis, certains s'en vont. D'autres ont vraiment besoin, en termes de littératie, d'éducation, de retrouver leurs mains. Et c'est compliqué parce qu'on a eu les mains coupées. Il y a un rapport à l'autorité quand même super complexe depuis notre première éducation. Donc il y a un chemin de vie là-dedans assez important. Mais ils essayent. Moi, je suis un peu moins... En effet, je suis d'accord, on était sur c'était négatif. On s'est dit beaucoup de choses, même sur la technologie, etc. Il y a quand même des sources d'épanouissement qui sont possibles si à un moment on veut bien s'en saisir. Sûrement un biais quand on se pose des questions, on se pose souvent des questions sur les choses négatives. Oui, pour revenir sur ces questions, alors je ne veux pas redevenir négative, mais c'est vrai qu'il y a je ne sais pas si vous avez lu un bouquin de Boltanski et Chiapello qui parle pas mal de la récupération par le capitalisme de ce type de déviation. Donc, je suis curieuse de savoir les résultats en effet de ce type d'entreprise. Mais pour devenir positive, c'était en effet le sens de ma dernière remarque. C'était vraiment que, moi, je suis convaincue que le changement vient de chacun de nous. Il existe des bons patrons. Il existe des collègues qui ont pour mission personnelle de former les autres. Il existe également des indépendants dans les collectifs qui se donnent pour mission de former les autres. Et je crois que c'est en réfléchissant, du coup je vous ai donné ces 3 piliers qui sont de ma propre expérience, mais c'est en réfléchissant à son propre chemin qu'on peut continuer à avancer. Moi je suis pas du tout pessimiste sur le monde du travail. Non mais il faut remettre les choses... Une question au fond. Non, en fait, je voulais juste préciser quelque chose. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. En fait, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à l'intervention sur le hacking de la personne, pour bien... C'est un débat qui intéresse. Pour bien situer les choses, parce que j'ai rencontré un hacker qui m'a bien expliqué ce qu'était le hacking. En fait, le hacking, c'est juste le détournement de l'usage d'un objet pour lequel il a été prévu. Voilà, voilà, je voulais juste apporter cette précision pour qu'on comprenne bien ce que veut dire hacker et le hacking, et que c'est pas effectivement je parlais de détourner les règles. Des pirates qui pensent qu'à pirater, quoi. C'est autre chose, en fait. Oui, je suis d'accord. En effet, on traduit souvent en français par bidouilleur ou un peu bricoleur. En effet, c'est cette notion de se dire attends, j'ai pas l'autorisation, je peux pas bien faire, comment est-ce que je vais me démerder? Et ça aussi, c'est important, cette notion à un moment de je prends le truc en main et je vais faire avec ce que je peux et je vais quand même essayer de faire quelque chose. Oui, Marc Loriol. Juste dire que dans le monde ouvrier, c'est assez ancien. Quand on a commencé à tailoriser le travail et qu'on a dépossédé les ouvriers de leur savoir-faire et du sens de leur activité, leur donnant des petites tâches parcellisées, s'est développé ce qu'on appelle dans beaucoup d'entreprises la perruque. La perruque, ça consiste à utiliser les moyens de l'entreprise pour fabriquer des objets personnels pour ses collègues, souvent à des fins non pas commerciales, mais pour le plaisir de montrer ses compétences et puis aussi de faire quelque chose pour les autres. Vous disiez, est-ce qu'on est programmé
à faire un beau travail. Je dirais plutôt c'est ce que montrent les travaux en biologie les plus récents. On est plutôt programmé à coopérer. Et en fait, on a à cœur finalement de faire quelque chose qui est reconnu par les autres comme utile et qui fait qu'on a le sentiment d'avoir sa place et d'apporter sa compétence et sa petite pièce à la collectivité. Une autre question par là-bas. Oui, bonjour. J'ai une question également sur le corporate hacking. Est-ce que la cible... On a parlé d'autre chose pourtant. Pardon. La cible du corporate hacking, c'est finalement l'entreprise libérée. Ce que décrivait Isaac Getz. Qu'est-ce que vous entendez par entreprise libérée ? C'est une entreprise où en fait le pouvoir de décision est mis entre les mains des collaborateurs avec des équipes totalement autogérées qui décident elles-mêmes de décisions de la production, etc., mais aussi même de leur salaire, de style de management, des choses comme ça. Un no management en fait. Ouais. Alors moi je suis un peu... on l'a écrit dans l'introduction du livre. Idéalement, quand on regarde, moi j'adore, je trouve ça super, l'entreprise libérée. D'ailleurs, quand vous lisez les histoires de Favie, etc., elles sont assez épanouissantes. Mais en fait, le problème de l'entreprise libérée, c'est qu'on part toujours sur un leader éclairé qui, à un moment, va libérer son entreprise. Alors, je trouve ça super paternaliste, et encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas d'affirmation là-dedans, c'est-à-dire on va encore attendre que ça soit possible, et ça m'embête. La plupart des entreprises aujourd'hui, en tout cas grandes entreprises, ne peuvent pas, parce qu'elles ont des gouvernances qui sont d'une complexité telle qu'on ne peut pas, à un moment, mettre en place un vrai processus d'entreprise libérée qui soit facile. Et 3, l'entreprise libérée, c'est une forme d'organisation. Et moi, aujourd'hui, cette réponse de la forme d'organisation idéale qui permettra à l'entreprise d'être dynamique, aux gens d'être épanouis, etc., je ne l'ai pas. Moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet individu au travail et d'arrêter justement d'essayer d'en faire une organisation parfaite et de se dire à un moment, ça dépend aussi de moi. En tout cas, moi, c'est à ces gens-là, avec cet angle-là aujourd'hui que j'ai plutôt envie de parler parce que c'est ma seule sphère d'action en réalité. Sinon, ça me dépasse. Chez Zappos, qui a l'entreprise libérée, puisque Pascal Demerger est un promoteur de et je serais curieuse d'ailleurs de savoir si il y a quelque chose qui se passe au niveau de la naïf par rapport à ce mouvement et cette prise de conscience. Il faudra leur poser la question. Moi, je ne sais pas, je ne travaille pas pour eux. Il me semble que dans... Chez Zappos, où ça a été mis en place, un site de e-commerce américain, au bout d'1 an, beaucoup de salariés sont partis parce qu'ils ne se retrouvaient plus du tout dans l'entreprise et ne savaient plus quoi faire. Oui, et pour abonder un petit peu dans ton sens, moi aussi je suis assez sceptique sur une forme d'organisation idéale. D'un autre côté, il y a un domaine dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, qui est celui des PME, donc un peu intermédiaire entre l'environnement très corporate, un peu du CAC 40, et puis les toutes petites entreprises comme la mienne. Et j'ai vu beaucoup de patrons de PME s'inspirer de ces pratiques, donc sans prendre l'ensemble du programme, juste s'inspirer et se dire je peux donner plus de confiance à mes collaborateurs, tout en étant dans un environnement extrêmement exigeant, parce que c'est des gens qui ont une vraie pression sur les produits. Ce sont aussi des gens qui font, donc avec des turnovers en général faibles. Donc dans ce sens-là, moi, je veux dire, j'encourage la production de ce type de livre, quoi. On a le temps pour 1 ou 2 questions si c'est rapide. C'est mieux d'avoir le micro pour la retransmission Facebook Live. D'abord, le plaisir de souligner le avoir à cœur et être hacker, qui est passé comme ça. Et sinon, une question presque double. On a parlé du sens, mais pas de la finalité, parce que fabriquer des tracteurs ou des chars d'assaut, c'est pas tout à fait la même chose. Et être performant dans son travail, quand on fabrique des tracteurs, bon, je prends le tracteur comme ça parce que c'est proche du char d'assaut, même si on n'est pas forcément pour le type d'agriculture que ça véhicule, c'est sans doute plus satisfaisant au niveau personnel que de faire quelque chose dont on sait que la finalité est moralement contestable. Et une autre remarque, c'est que est-ce que dans ce que vous évoquez, il n'y a pas d'abord, comme très souvent, le problème de la diversité ? Parce que le management ou la façon de laminer les gens finit par standardiser, et donc les parts d'individualité et donc de différence qu'il peut y avoir sont étouffés. Et est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons du malaise ? Est-ce que travailler dans
avec beaucoup de diversité, permet de trouver plus de sens à ce qu'on fait? Alors, c'est compliqué parce que on trouve plus facilement du sens à plusieurs que tout seul. C'est difficile. C'est la souffrance de l'artiste créateur qui d'ailleurs n'est jamais tout seul. Ça a été rappelé par Nicolas, surtout quand on fait un film, on a besoin quand même de travailler avec un grand nombre de personnes pour arriver au résultat final. Et puis en plus, on a toujours en tête, je pense, les spectateurs qui sont les destinataires de l'œuvre. Donc, ce qui est compliqué, c'est que dans les collectifs de travail, à la fois c'est là que se construit le sens, et c'est aussi parfois des lieux de défense, c'est-à-dire que celui qui remet en cause le sens qui permet aux gens de supporter leur travail risque de devenir un bouc émissaire, parce qu'il met en avant ce qui pourrait angoisser et mettre en difficulté les gens. Donc il y a un équilibre à avoir, et c'est vrai qu'on parlait d'entreprise libérée, il n'y a pas de recette magique qui marcherait partout. L'important, c'est d'essayer de faire remonter la connaissance qu'ont les gens qui travaillent de leur propre travail, et que ça remonte aux décisionnaires, parce que les experts du travail, c'est d'abord ceux qui le font, puisqu'ils voient au quotidien tout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et en même temps, après, il faut trouver des recettes. Et il n'y a pas une recette unique. Il y a plein de façons de faire remonter. Ça peut être dans les petites boîtes, dans les TPE, c'est la politique de la porte ouverte. Ça marche généralement bien. Le patron peut aller le voir. En plus, souvent, il a fait le même métier que les gens qui l'encadrent. Donc, il est tout à fait apte à comprendre ce qu'on va lui raconter. Dans une grosse boîte, il faut trouver des formules. Ça peut être des groupes de travail qui représentent chacune des catégories et qui vont faire émerger un certain nombre de problèmes avec une réponse qui est attendue. Ça ne veut pas dire qu'on va résoudre tous les problèmes, parce qu'il y a des moyens qui sont limités, mais on va dire pourquoi on fait ça et pourquoi on ne le fait pas. En tout cas, on a pris en compte. Donc, ce qui est important, c'est de trouver les solutions adaptées à chaque entreprise pour réussir à faire remonter l'expérience qu'ont les gens de leur travail jusqu'aux décideurs qui vont organiser le travail et impacter sur la façon dont En quelques secondes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la finalité? Et est-ce que vous pouvez nous présenter, Marc Loriol, le spectacle qui va suivre également? Alors, comme je vous l'ai dit au téléphone, je ne voulais pas raconter l'histoire avant, parce qu'en fait, chacun peut se raconter une histoire différente. Donc, Leïla Godin, la chorégraphe qu'on va voir, metteur en scène qu'on va voir tout de suite, m'a convié à venir discuter après le spectacle avec elle et avec le public, en tant que sociologue du travail, de la façon dont j'interprétais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai évolué à force de voir le spectacle. J'ai des interprétations de plus en plus peut-être compliquées ou sophistiquées. J'ai entendu Leïla qui expliquait son parcours, donc ça me permet. Mais j'ai pas envie de vous dire à l'avance ce qu'il faut voir, parce que les gens peuvent voir des choses très différentes. Simplement, on va voir quelqu'un qui met en scène en quelque sorte le débat de soi-même contre soi, quand il faut se contraindre d'aller faire un travail qui peut-être n'est pas le travail qu'on avait rêvé. Eh ben, on va voir ça. Merci beaucoup d'être resté avec nous malgré les conditions de transport. Et bon spectacle.